Europe Soir. Coisa de uma forma fraquejar? Não. For all Americans. Если да, dalle istituzioni. Laurent Bazin sur Europe 1. 18h50, Le Monde dans votre radio avec Sophie Larmoyer. Bonsoir Sophie. Bonsoir Laurent. Oui, comme je le disais, on va rester au Proche-Orient puisqu'après l'Iran, on prend la direction de l'Irak, c'est-à-dire le pays exactement voisin. Là-bas, la campagne pour les législatives se termine et le moins qu'on puisse dire, là on va en sourire franchement, Voilà. c'est que ça a été folklorique. Oui, depuis la mi-avril, les affiches ont fleuri partout dans les rues des villes irakiennes. 329 sièges à pourvoir ce samedi. Environ 7000 candidats. Et c'est vrai que certains font preuve d'une imagination parfois déroutante. L'un des correspondants de l'AFP là-bas nous rapporte quelques perles de cette campagne. Avec cette affiche, par exemple, publiée dans un journal, avec ce slogan « Votez pour Anwar al-Waili, son cousin a un magasin de pneus en Australie ». Voilà, la force de vente de cet argument m'échappe encore. Ou alors cette candidate qui précise comme un mini-CV sur son affiche qu'elle a accompli 1000 exploits. Lesquels? Mystère. J'aime aussi bien cette confidence d'un photographe dans le sud du pays qui raconte qu'un candidat est venu faire sa photo officielle dans son studio en tricot de corps, en Marcel, en lui demandant de rajouter un costume avec Photoshop. Ah oui, écoutez, oui, on peut le faire. Hein. Il y a aussi des alliances surprenantes, Maëlie. Oui, pas mal de coalitions pour cette élection, dont une qui fait jaser. Il faut dire qu'elle semble improbable sur le papier. Il s'agit du dirigeant chiite populiste Moqtada al-Sadr qui fait liste commune avec les communistes irakiens. Beaucoup s'en amusent sur les réseaux sociaux, suggérant qu'est née la branche islamiste du Parti communiste, ou en proposant ce slogan « Travailleurs de tous les pays ». Unissez-vous et priez. Il n'empêche que ce n'est pas simple de faire campagne avec ces deux casquettes. Une candidate a par exemple imprimé 2 affiches. Dans les quartiers chiites de Bagdad, elle apparaît voilée et ailleurs, elle a les cheveux au vent. Ah oui. Enfin, un petit dernier exemple qui va vous plaire, j'en suis sûre. Un député sortant tête de liste d'une alliance laïque a fait une conférence de presse pour appeler tous ceux qui aiment le bon vin en Irak, qui apprécient un bon arak, à le soutenir, lui qui les avait défendus au Parlement. Quels sont l'enjeu, sérieusement maintenant, l'enjeu de ces élections de samedi? C'est la 4e fois que les Irakiens élisent leurs députés depuis l'intervention américaine en 2003, mais c'est la première fois, en tout cas depuis 2014, depuis que l'État islamique avait pris la main sur un tiers du pays. Le scrutin va déterminer le nom du Premier ministre pour les 4 ans qui viennent. Le favori est le sortant Haïdar al-Abadi, qui a mené avec succès la lutte contre les djihadistes en Irak. Et les préoccupations principales restent évidemment la sécurité, la reconstruction, l'emploi et aussi la lutte contre la corruption. Les observateurs sur place témoignent d'une campagne très dynamique, signe que les Irakiens ont envie de renouvellement. Ils ont l'occasion samedi. C'est donc samedi le vote en Irak pour les législatives. On va changer de continent maintenant pour aller au Brésil où nous attend Marino Dacher. Bonsoir Marie. Bonsoir. Bonjour pour vous. Correspondante d'Europe 1 à Sao Paulo. Alors la grosse affaire du moment chez vous, c'est l'effondrement d'un immeuble de 24 étages qui était abandonné depuis plus de 10 ans, je crois. Le problème, c'est qu'il était habité. Il y a eu 2 morts, sans doute bien plus en fait, puisqu'il y a 40 disparus. Ça fait une très grosse polémique ? Oui, une polémique sur le mal logement parce que tout le monde est encore hanté par ces images terribles captées par des témoins avec leur téléphone. Cet immeuble en flammes qui s'écroule. Dans les jours qui ont suivi, les hélicoptères ont survolé les décombres pour tenter de secourir les rescapés. Et hier matin encore, le corps d'un enfant a été découvert 1 semaine après le drame. Donc il y avait des familles entières dans cet immeuble. Oui, et c'est là que commence la guerre des mots, car cet immeuble était désaffecté depuis 17 ans, et donc certains considéraient ses occupants comme des squatteurs. L'ancien maire de São Paulo a même utilisé le mot de criminel pour désigner ses victimes. 140 familles vivaient dans cet immeuble. On les appelle au Brésil les sem tetos, les sans toit. Sur les réseaux sociaux, un hashtag tente de mobiliser l'opinion publique. Quem ocupa não tem culpa, c'est-à-dire ceux qui occupent ne sont pas coupables, car ce sont des travailleurs pauvres, victimes de ce que certains appellent un apartheid du logement. Et il existe des dizaines de mouvements sociaux et politiques qui luttent à leur côté. Et ces mouvements, pour le coup, ils pèsent dans la vie politique ? Oui, car le déficit de logement est immense. Rien qu'à São Paulo, 1 million de familles n'a pas de maison. À l'échelle du pays, ce sont 6 millions, alors même que 7 millions d'immeubles sont vides à cause de la spéculation immobilière. Conséquence, les mouvements des sans-toit occupent plus de 200 immeubles à São Paulo, dans des conditions très précaires. Alors il aura fallu un court-circuit dans une prise électrique au 5e étage d'un immeuble oublié de tous. Et ce drame pour que les habitants de São Paulo réalisent que les plus pauvres n'ont même pas de quoi se loger dans la ville la plus riche du pays. Marino Dacher, donc en
depuis São Paulo. J'ai dit Sao Paulo, mais oui, on peut dire São Paulo. En brésilien, c'est comme ça. Donc au Brésil. En bref, Sophie, pour finir, en Zambie d'abord, ce pays d'Afrique australe, des pancartes font polémique dans la fac de Lusaka. Oui, c'est la grande université de la capitale qui accueille 35 000 étudiants. Et aux abords de la bibliothèque, des affichettes indiquent que la direction a été alertée que des étudiantes se rendaient à la bibliothèque à moitié nues et que cela perturbait leurs congénères hommes. Les jeunes femmes sont donc invitées à s'habiller avec pudeur lorsqu'elles viennent à la fac. Alors à moitié nues, dans cette société très conservatrice et chrétienne, ça veut dire une jupe courte et un décolleté. En tout cas, les réactions sont nombreuses et partagées, certaines suggérant aux garçons de regarder leurs bouquins plutôt que les jambes des filles. Mais dites donc, ça se rebelle. Eh ouais. Merci beaucoup Sophie Larmoyer. À demain. À demain.